Please welcome to the stage our Veuillez accueillir notre modérateur pour cette séance, John Yearwood, qui est directeur d'édition de la diversité et de la culture chez Political. Good afternoon, Rabat. Excellent après-midi à vous, Rabat, et aux membres de la famille des Dialogues Atlantiques. Ça me fait très plaisir d'être de retour parmi vous à Rabat. Je vais vous faire une petite confession. C'est une session qui nous attend et j'ai réfléchi pendant pas mal de temps pour la préparer. Il y a des bonnes personnes au centre du Policy Center qui m'ont demandé de la modérer. Et j'ai réfléchi à pas mal de choses. Est-ce qu'il faudrait que l'Afrique navigue seule ou non? Il y a beaucoup parmi vous qui vous êtes posé la même question très certainement. Donc, nous avons un panel extraordinaire qui va nous permettre d'explorer cette question et qui va s'écouler durant la prochaine heure. Je vais d'abord les appeler. Nathalie Delapalme, tout d'abord, de la fondation Mo Ibrahim, qui est PDG. Moussi Mamane, qui est président de Build One, Afrique du Sud. Peter Farm, qui vient de l'Atlantic Council, qui est un professeur agrégé. Andrés Rosenthal, également président de Rosenthal et associé à un cabinet d'avocats. Tout d'abord, je vais vous proposer un film institutionnel qui a été préparé pour introduire ce panel et ensuite je reviens immédiatement vers vous. global power is shifting. La puissance change de main. La concurrence redéfinit comme les nations interagissent. Les démarches collectives s'effacent au profit des individus. Un changement d'ordre. Et on se bat pour une autonomie stratégique, pour des partenariats complexes avec des partenaires mondiaux à travers le continent. Les leaders recalibrent leurs priorités, rééquilibrent la coopération et l'indépendance en vue d'une voie collective plus forte à travers les initiatives telles que l'initiative pour le continent de libre-échange avec des mécanismes de sécurité. L'Afrique construit sa résilience, mais est toujours limitée par certaines dépendances. Comment l'Afrique poursuit-elle une agence stratégique dans le domaine commercial? Est-ce que l'intégration continentale est la solution pour son indépendance? Est-ce que la quête pour une voie plus forte dans la gouvernance mondiale est atteignable dans une période où il y a tellement d'aléas? Eh bien, merci beaucoup. La table est maintenant dressée. Nous allons vous proposer immédiatement de rebondir et prendre la balle au bon. Comment pensez-vous que l'Afrique doit naviguer? Doit-elle faire cavalier seul? Est-ce que vous pourriez peut-être ouvrir vos iPhones, vos iPads et répondre à cette question qui vous est posée pour nous donner un petit peu un sentiment de votre opinion par rapport à ça et avoir peut-être une conversation un peu plus éclairée par rapport à l'opinion du public. Ce faisant, je pense qu'il faudrait maintenant peut-être démarrer. Moussi, qu'en pensez-vous? On est encore peut-être un petit peu influencé par ce qu'on voit à l'écran ici, mais qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Afrique a intérêt à faire cavalier seul? Moi, je regarde les résultats de votre vote et lorsque on est impliqué dans la politique, vous savez, les votes, ça a tendance à vous rendre nerveux. Donc, je pense que je ne vais pas parler de cela. Si on réfléchit à cela vraiment de près, la COVID, c'est une période de l'histoire intéressante qui, en fait, visait à répondre à une menace globale de toute la planète. Et la question à l'époque est devenue, si vous voulez répondre à cette même question durant la même période de temps, il faut la poser de la sorte. Est-ce que l'Afrique va se débrouiller seule et qui d'autre se débrouille seul? Et pour moi, la réponse à la question, c'est que parfois ceux qui transportent cette idée de faire cavalier seul perdent de vue le fait qu'on est tellement intégré dans un univers tellement global qu'ils ont tendance à suggérer l'isolation, tandis que c'est très difficile. Moi, j'aimerais arguer que plutôt que d'avoir ce point de vue d'isolement, il s'agit
d'un point de vue plutôt insulaire. Quelles sont les choses que l'Afrique doit faire de sorte que s'il y a un événement mondial, que ce soit l'intelligence artificielle, le changement climatique, la COVID, etc., comment est-ce que l'Afrique va s'isoler et travailler de façon autarcique pour répondre à ses propres intérêts? Et j'aimerais également répondre la balle au bon et dire qu'effectivement, il y a des sujets sur lesquels on doit vraiment faire très attention et on veut atteindre cet état d'autarcie dans une donne mondiale aussi complexe. L'Afrique doit répondre à sa problématique essentiellement de données. Et dans d'autres juridictions, eh bien, il y a des notions d'isolation lorsqu'il y a des vents de front qui sont encore plus compliqués. Je peux vous parler du cas de l'Afrique du Sud pour tous ceux qui ont connu Fiscus, s'ils connaissent l'effet de ces dépenses. L'Afrique de pré-Covid avait un niveau de 50% et maintenant, après la Covid, on est avec une projection d'un pic de plus de 77%. Deuxièmement, nous vivons dans un univers qui est étroitement connecté. On peut regarder Netflix depuis l'Afrique comme n'importe quel enfant aux États-Unis. Au milieu de cet environnement numérique, il ne s'agit plus de consommation de contenu télévisé, mais savoir qu'on peut travailler depuis n'importe quel endroit et faire des transactions avec quiconque. Et l'Afrique est en train de forger son infrastructure numérique pour qu'on puisse ainsi améliorer le commerce intra-africain. Troisièmement, la nature du dialogue que nous tenons avec nous-mêmes, ou ce monologue. Je pense que les Africains, pendant trop longtemps, ils ont eu tendance à se battre au sein de ce continent. Ils ont un petit peu les stigmates post-coloniales et ce sentiment de victime et d'être les derniers ou ceux qui, en fait, sont un petit peu le mouton à 5 pattes. Mais il faut arriver autour de la table comme un acteur réel. On a les minéraux des ressources de l'avenir. En tant qu'Africains, nous avons également le dividende démographique qui avance de plus en plus et il faut être capable d'arriver autour de cette table avec pleine confiance. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut également nous affairer à notre démocratie parce que aujourd'hui, on voit que l'indice de démocratie ne fait que s'effriter ça et là. Les Africains ne peuvent pas se permettre de laisser leur démocratie être externalisée parce que le grand risque en serait de se retrouver dans la même situation que les minéraux qui sont retirés du continent sans être là pour reverser les bénéfices à ce même continent et plutôt aller ailleurs avec le même sens de ce que cette main-d'œuvre peut sortir du continent sans apporter les fruits au continent. Donc il faut vraiment que l'Afrique soit très claire par rapport à ses voies économiques. C'est pour cela que les initiatives telles que l'initiative pour un continent intégré, une Afrique, permettent de resituer les goals de l'Afrique, les objectifs pour maximiser ses opportunités. Et travailler comme une île, comme un îlot qui doit faire face au vent de front. Et ainsi, l'Afrique ne sera plus simplement le continent noir, mais le continent qui se relève. Et je pense que je suis beaucoup plus intéressée par ce type de conversation plutôt que des conversations isolationnistes. Je suis plus enclin à penser qu'on doit avoir beaucoup plus confiance dans l'avenir qui nous attend. Fantastique, beaucoup de choses à décliner. Vous avez parlé de ce langage de victimisation. Est-ce que vous avez l'impression que ça change un petit peu en Afrique et je pense que comme il y a tout un ensemble de nouveaux leaders qui arrivent et qui émanent de l'Afrique, on commence à changer la narrative, mais aussi, deuxièmement, on commence à se confronter à cette question de multilatéralisme avec un prisme nouveau. Il y a de nouvelles alliances qui se forment un petit peu à l'instar de nouvelles confiances qui affleurent de partout. Et je pense que, in fine, ces économies qui se transforment, le professeur a soulevé ce point précédemment. Certaines de ces économies les plus florissantes sont sur le continent. Certains des minéraux nécessaires pour une nouvelle économie qui soit à la fois verte et renouvelable sont sur ce même continent. Les jeunes d'un continent qui a un âge moyen, on a entendu différents chiffres, j'ai entendu 23, je peux parler également de l'âge du Maroc ou de mon pays. Je pense que ce qu'il faut apprendre dans un pays, c'est aussi très intéressant de voir ce qu'un pays a enseigné dans un dialogue mondial. Regardons ce qui s'est passé lors de l'époque Covid, lorsque les scientifiques africains ont découvert le micron en disant « Ah non, c'est des scientifiques africains, il ne faut pas faire attention à ce qu'ils disent ». Mais
Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a des scientifiques, on a des données, on est capable de lever les capitaux nécessaires pour faire grandir l'industrie pharmaceutique du continent et exécuter des projets qui vont permettre d'agréger des capitaux qui sont déjà dans ce continent, de sorte que cette confiance soit de plus en plus ambitieuse et puisse aller de l'avant de façon beaucoup plus résolue. On ne doit pas croire que l'herbe est plus verte toujours de l'autre côté de la barrière, mais il faut plutôt s'assurer ici en tant qu'Africains de ce que notre herbe est très verte, pas seulement parce qu'on le dit, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses très positives qui ont lieu sur ce même continent. Alors, avant d'aller d'un peu plus avant, j'aimerais que cet auditoire s'engage avec nous. On parle de beaucoup de mots ici qui concernent l'Afrique. J'ai une question par rapport à ce qui vous traverse l'esprit lorsque vous pensez à l'Afrique et qu'est-ce qui est en fait l'enjeu pour l'Afrique? J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, quels sont les mots qui viennent à l'esprit lorsque vous entendez le mot Afrique? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, dès lors que ces mots apparaissent sur le cloud de l'écran, Nathalie, j'aimerais demander à tout le monde de répondre à la question avec laquelle j'ai commencé. Où pensez-vous que l'Afrique doit naviguer et doit-elle naviguer seule ou pas? Si vous me le permettez, j'aimerais en fait répéter les mots, des mots qui ont démarré cette séance. Et tout d'abord, il s'agit de naviguer. Il est juste de dire que résolument, nous sommes dans un monde d'incertitude et c'est un petit peu le lot du voyage, du changement climatique, des conflits qui ourdissent de partout et le monde est profondément incertain. Face à ces défis, il y a différents niveaux de développement et ça veut dire que l'ordre mondial aujourd'hui n'est plus capable de résoudre ces défis à lui seul, de sorte que naviguer ou louvoyer, c'est peut-être le meilleur moyen de voyager. Au final, dans ce monde rempli d'incertitudes, qu'est-ce que cela veut dire que naviguer? Cela signifie qu'il faut le faire en fonction de la qualité de la mer, des courants, des vents de front dont on a parlé, de la houle, montrer une certaine agilité. Et il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'ordre mondial qui soit capable d'éviter des conditions météo qui puissent aller à l'encontre des conditions de mer. Il faut donc bien comprendre que c'est une analogie qu'on a utilisée très souvent lors de ces 2 journées. La navigation, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Et lorsqu'on parle d'auto-intérêt dans cet ordre mondial, c'est quelque chose qui est peut-être un peu contradictoire. Nos intérêts personnels sont-ils contradictoires? Non, je ne pense pas que c'est le cas. Pourquoi est-ce que l'intérêt personnel est mauvais? C'est important de pouvoir servir ses propres intérêts. C'est quelque chose d'indispensable. Et les meilleurs résultats viennent des personnes qui suivent et qui poursuivent leurs passions, leurs intérêts, leurs objectifs. Et si vous me permettez d'aller encore un petit peu plus loin, je pense résolument que les partenariats traditionnels qui sont basés sur les intérêts permettent d'inciter la confiance et de l'inviter beaucoup plus que les valeurs partagées ou l'histoire commune. Et la seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces intérêts doivent être calibrés aux intérêts de tout un chacun, ceux qui sont les plus vulnérables en particulier. Lorsque je prends l'exemple du débat du climat ou le débat de la Covid, après le débat de la Covid, elle a été menée par des pays essentiellement déjà développés qui sont les plus responsables de la situation actuelle au vu de leur développement extrêmement dispendieux en carbone par le passé. Donc, on est à un point d'atténuation. Le but ici est d'imposer à tout le monde fondamentalement de mener aux personnes à sauver la planète aux dépens de son peuple. En Afrique, la moitié de la population du client n'a toujours pas accès à l'électricité. 600 millions de personnes sans électricité, sans énergie, sans santé, sans éducation et sans développement. Donc ça veut dire que si nous voulons aujourd'hui avoir une conversation basée sur les intérêts dans une données de changement climatique, il faut que les personnes d'abord aient un intérêt à avoir un accès à l'énergie et il faut également prendre en compte les intérêts des pays les moins développés. Il faut que l'adaptation et l'atténuation fonctionnent main dans la main. Et il faut le considérer, et j'en reviens à l'Afrique, pour que l'Afrique devienne un acteur majeur lorsqu'il s'agit d'apporter des solutions au débat climatique au vu de ses actifs verts. Et l'Afrique seule, elle n'est pas seule. Ne vous fourvoyez pas. Elle n'a jamais été
seule. Elle a bon nombre de partenaires avec lesquels elle travaille à l'intérieur, à l'extérieur de l'Afrique. Et ceci, c'est quelque chose de séculaire. Je ne parle pas que de la Chine, la Turquie, le Japon, les États du Golfe. Et vous savez très bien que les États du Golfe travaillent à beaucoup d'égards en Afrique pour les minéraux critiques, l'intelligence artificielle, la médiation de conflits. Ces personnes ne viennent pas de temps en temps en Afrique simplement pour passer une petite visite. Ils viennent parce qu'ils ont des intérêts. Et donc, c'est une relation qui est fondée sur les intérêts, un nouvel ordre basé sur les intérêts. L'Afrique n'est pas seule. C'est un continent énorme. 1,5 milliard de personnes. C'est le marché de demain. Vous le savez tous, c'est le marché d'aujourd'hui pour certains déjà. 54 pays avec différentes géographies, histoires, trajectoires, agenda et intérêts. Ce qui est vrai, c'est que de plus en plus, nous voyons qu'il y a des relations bilatérales et des partenariats qui se construisent. Récemment, lors de la dernière réunion au Rwanda de l'Union africaine, il était intéressant de voir que les conversations étaient autant autour des relations bilatérales entre certains États membres d'Afrique, certains États membres d'Europe et pas les mêmes coalitions. Il est juste de dire que je pense qu'on est entré dans un monde de coalitions différentes et très volatiles en fonction des intérêts des États. C'est très important à considérer, mais finalement, et non des moindres, l'Afrique n'est pas seule. Mais pour naviguer efficacement, l'Afrique doit être capable de naviguer en équipe. C'est très important pour l'Afrique d'articuler une position commune lorsqu'il s'avère d'entrer dans un débat global ou un défi mondial. Pour ce qui en est du climat, le premier congrès du climat à Nairobi et Addis Abeba également très important pour articuler le plaidoyer de l'Afrique, mettre en avant l'adaptation, le potentiel de l'Afrique par rapport aux solutions climatiques, et je m'arrêterai ici. Merci beaucoup de votre intervention. Je l'apprécie beaucoup. Alors, passons maintenant à Peter. Peter, il y a 20% de notre auditoire qui pense que l'Afrique devrait faire cavalier seul. Pourquoi ont-ils tort selon vous? Tout d'abord, merci de m'inviter à cette séance avec Charles. Elle est très intéressante. Et je pense que j'ai certains commentaires à faire par rapport à la vidéo qu'on a vue, etc. Il y a un ton implicite de penser que l'auto-intérêt est mauvais ou est quelque chose de négatif. Mais c'est la base de toute la théorie des classes. Peut-être que je suis un gars qui est un petit peu à l'école ancienne. J'ai été formé avec des principes plus classiques. Si quelque chose est vrai, c'est que tout le début de l'ère d'indépendance, le défi pour l'Afrique était que les intérêts de l'Afrique étaient qu'ils n'étaient pas suffisamment définis en Afrique. Ils étaient définis en Europe par les puissances coloniales et après plusieurs générations, on arrive finalement à définir ses intérêts sur le continent et depuis le continent. Donc, ces auto-intérêts, ces intérêts personnels doivent être embrassés et chéris. Et l'agence stratégique qui va tout d'abord réfléchir à quels sont ses intérêts stratégiques et deuxièmement, quels sont les actifs dont il dispose pour poursuivre ses objectifs, quels sont les partenaires nécessaires pour aller de l'avant. Ça, c'est la question qui se pose. Et maintenant, j'aimerais suivre un petit peu Nathalie en disant que nous ne devrions pas non plus oublier que le mieux est l'ennemi du bien. Lorsqu'on essaye de parler d'une voix en Afrique, soyons honnêtes, les Américains ne parlent pas d'une seule voix. L'Europe, en dépit de l'Union de l'Union européenne, ne parle pas non plus d'une seule voix. Et c'est quelque chose d'existentialiste de parler avec plusieurs voix. Il y a toujours des cacophonies, ça et là. C'est en fait une situation qu'il faut bien comprendre. Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Et nous sommes dans une ère où le multilatéralisme, comme quelqu'un l'a dit à juste propos hier, c'est que c'est une espèce de multilatéralisme à la carte. Ça va permettre de modifier les coalitions. C'est un exercice stratégique, le travail de définir les intérêts, de les articuler, de construire des coalitions pour les poursuivre. C'est tout cela. Et je pense que mon conseil à l'attention de quelqu'un qui n'est pas peut-être en Afrique, mais qui a en fait passé toute sa carrière, moi je ne sais pas combien depuis
combien de décennies je travaille, je suis très qualifié. Je peux pratiquement être qualifié d'un ancien d'Afrique. Et penser que dans ce contexte, il faut réfléchir à ces coalitions qui seront construites et qui sont atteignables en temps réel. Un bon exemple est qu'on est assis ici, en fait, au Maroc, et on appelle ça l'initiative royale pour l'Atlantique. Et moi, je suis très heureux et honoré de faire partie de ces conversations par rapport à cette communauté atlantique. Et je vois un ami qui est en face de moi, mais c'est un rêve. Mais est-ce que ce rêve maintenant devient une vision commune? Et ceci ouvrira donc la porte pour ceux qui ne sont pas géographiquement sur l'Atlantique, mais peut-être qui auront accès à cette communauté plus vaste. De sorte que pour devenir une vision commune, ça doit être actualisé. Cette actualisation va avoir lieu, il me semble, lorsque un processus deviendra durable, par exemple une zone de libre-échange, eh bien peut-être que ça permettra d'avoir des briques ou des éléments qui permettront d'aller de l'avant, comme ils ont forgé également. Rappelez-vous, l'Union européenne, elle vient au départ de la communauté de l'acier et du charbon. C'est de là qu'ils ont construit tout. Il faut identifier les principes, les intérêts, voir comment on commence à construire ces coalitions. Et je pense que l'avenir est très florissant et très positif. Et comme tout endroit à travers le monde, toutes les mêmes règles de relations internationales, les mêmes règles qui sont millénaires, qui existent depuis la nuit des temps, s'appliqueront toujours, peut-être sous différentes formes. Alors, j'aimerais dire également que nous allons accepter des questions de notre auditoire, si vous en avez. Donc, êtes-vous dans une partie du monde où vous avez un président qui, en fait, en quelque sorte, a été capable de travailler avec le président des États-Unis par rapport au New York Times et d'autres? Quelle est votre réflexion par rapport à toute cette question africaine et pour qu'elle puisse aller de l'avant? Je crois que l'intitulé de cette plénière, pour le reprendre, est aussi orienté sur la question de la réelle politique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une ère de commerce, de conflits et de règles économiques entre 2 ou 3 acteurs majeurs sur la scène mondiale. Et quel rôle, et ce n'est pas que pour l'Afrique, c'est aussi pour l'Amérique latine et d'autres zones du monde, comment ces acteurs peuvent-ils survivre dans cette réalité? Donc, il me semble que par rapport à ce que les autres panélistes nous ont dit, c'est parfaitement pertinent. Nous vivons dans un monde où, même si beaucoup de personnes et d'analystes ont tué et enterré la mondialisation, nous vivons toujours dans une ère qui est extrêmement globalisée. Si vous vous demandez si un pays ou un groupe de pays peut jouer cavalier seul dans ce monde globalisé, la réponse est certainement que non. Et on l'a vu dans le premier vote. Nous avons tous des intérêts partagés, même si on regarde Netflix depuis l'Afrique du Sud, le Maroc ou les États-Unis. À ce stade, nous n'avons pas, à ce stade de l'évolution de notre réelle politique internationale, été capable de dire que quiconque peut faire cavalier seul. Et la question en est peut-être, est-ce que le groupe des États africains, 54, qu'en sais-je, seront capables, s'il en est, de trouver des domaines tels que la Covid ou peut-être d'autres crises pour naviguer, louvoyer par ces eaux agitées en tant que groupe et pour partager le même bateau. Je pense que les expériences qu'on a accumulées dans d'autres groupes et autres parties du monde doivent être également portées à connaissance. C'est très difficile durant la Covid. Où avez-vous obtenu le vaccin? Des vaccins sont venus d'Europe. Ils sont venus des États-Unis. Au Mexique, le gouvernement a essayé de créer son propre vaccin. Mais
D'après ce que j'ai entendu, c'est que 5 ans après la COVID, il y a encore des travaux pour trouver ce vaccin. Je ne vois pas la nécessité, le bien fondé d'être capable de dire on peut faire cela tout seul si on a besoin d'autres partenaires. Et c'est vrai pour pas mal d'autres questions dans ce monde mondialisé. Vous avez mentionné le président du Mexique en tant que, en tout cas d'après ce que dit le New York Times, il est capable de gérer M. Trump un peu mieux que les autres. Je pense que c'est juste peut-être une vision inspirée par les médias ou un prisme médiatique. Le Mexique n'a pas fait beaucoup mieux qu'aucun autre pays en termes de tarifs, en termes de capacité de M. Trump à vous courir un peu sur le haricot, si j'ose dire. Donc, au niveau de l'USMCA, et des nouvelles choses qui sont dans le collimateur par rapport aux règles d'importation, etc., et de voyage vers les États-Unis. Je pense que ce qui arrive avec l'Afrique, c'est un petit peu la même chose. Et lorsqu'on est capable, eh bien, de travailler avec cette administration à Washington, généralement, c'est parce qu'on a un avantage, une carte à jouer dans d'autres domaines où on peut rééquilibrer un petit peu le déséquilibre de ces relations. Qu'il s'agisse de pays qui ont des minéraux critiques dont les États-Unis ont besoin, des semi-conducteurs, des technologies que les États-Unis veulent obtenir, peu importe, il faut toujours avoir un atout dans sa manche pour pouvoir gérer avec cette administration en particulier. Et nous parlions dans les panels précédents qu'on a entendus au début de la journée, si Trump et le Trumpisme étaient là pour demeurer même après qu'il soit parti. Moi, j'ai tendance à croire que la nature même de ce qui arrive actuellement aux États-Unis, peut-être que vous en savez beaucoup plus que moi, mais n'est pas simplement un phénomène qui vient de Trump. C'est une problématique qui résulte d'avoir passé toute une série de cycles d'isolationnisme aux États-Unis par rapport au monde globalisé, de regarder à l'étranger et d'avoir décidé de fermer la porte à l'étranger, et ça va durer un petit peu longtemps, je pense. Merci en tout cas de votre réponse. Tandis qu'on parle de Trump, je pense que tout le monde a vu un petit peu le bureau de l'incident qu'il y a eu dans le bureau ovale. Quelqu'un qui en revient et qui est capable de dire on va continuer de faire des affaires avec ce pays, avec cet individu. Il faut vraiment avoir du nerf. Et je parle du président sud-africain. Tout d'abord, il faut apprécier, je pense, que les relations de l'Afrique du Sud avec les États-Unis ne peuvent pas être entamées d'une manière ou d'une autre avec le président Trump. Les citoyens en Afrique du Sud regardent vers l'Ouest. Ils sont connectés aux États-Unis. Il y a beaucoup d'échanges bilatéraux qui ont lieu entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Et il y a un intérêt à être capable d'assurer cela durant une période de temps, tant que cette relation demeure en place. Et je pense que depuis notre position, simplement en tant que pays, en tant qu'observateur de ce qui s'est passé, certains des points de vue qui ont été exprimés ne sont pas des points de vue qui représentent toute l'Afrique du Sud. Certains Sud-Africains pensent que certainement il est important de garder cette relation pour s'assurer que des choses... je vais vous donner un exemple pratique d'ailleurs. Si vous prenez le financement de PEPCAR qui représente 4 milliards de financement de dollars américains, moi je suis au comité et en fait on a pu simplement rassembler 550 millions de rand. Si on n'avait pas ce partenaire, comment allons-nous faire? Donc, ce qui doit se passer, c'est que l'Afrique du Sud, avec beaucoup d'autres États africains d'ailleurs, a besoin de continuer de s'engager, pas seulement sur les questions commerciales, mais de voir comment, avec les États-Unis, ils vont pouvoir être dans un monde où il y a des intérêts communs dans des pays et des juridictions communes. Il y a des points de divergence, mais il y a toujours des points d'intérêt commun. Et là, on peut se pencher là-dessus ensemble.
Et il faut comprendre que la maladie n'a pas de passeport. Le commerce est un autre domaine également où il n'y a pas de passeport. Les relations qu'on a de l'autre côté de l'Atlantique sont des domaines clés. Quelles sont les problématiques à long terme si on veut se retirer de ce type de jeu? Quelles sont les conséquences? Et encore une fois, que faisons-nous par rapport aux questions d'intérêt personnel? L'Afrique doit être capable d'articuler ses propres intérêts pour que, in fine, lorsqu'ils vont débarquer dans un contexte, que ce soit avec les États-Unis, avec l'Union européenne ou en Chine, ils comprennent également que les intérêts de l'Afrique du Sud ne soient pas subordonnés à leurs intérêts, que nous soyons capables d'avoir une conversation sincère, terre à terre avec le secteur des exportations vers les États-Unis, vers la Chine ou vers n'importe où, et là où nous jetons notre regard pour avoir certains des minéraux fondamentaux et les programmes de l'avenir pour savoir à quoi ça ressemble pour nous. Je crois qu'au niveau de l'Afrique, on a tendance à arriver dans une conversation, pas toujours, avec le courage de dire voilà nos intérêts. Je vais vous donner un dernier exemple. Vous avez mentionné la question de l'énergie. Vous pouvez sortir d'un sommet climatique qui vous demande d'arrêter d'utiliser le charbon. 70% de l'industrie, elle est menée par le charbon. Comment me lever le matin et dire, tiens, maintenant il faut que j'arrête toutes mes centrales qui fonctionnent au charbon et toutes les autres usines vont les réadapter pour... En fait, il faut comprendre que dans un monde de réel politique, peut-être que l'avenir, c'est de voir comment dans les régions on gère le régionalisme, comment finalement nos intérêts sont partagés. Par exemple, pour sécuriser nos intérêts au niveau de l'énergie, il faut comprendre qu'il y a des domaines autour de moi qui disposent aussi de gaz et d'autres sources d'énergie qui n'existent pas en Afrique. Et pour avoir l'opportunité d'échanger avec eux, j'espère certainement également que dans un univers mondialisé, si on est capable de définir nos intérêts, nous soyons capables également de comprendre ce que sont les intérêts américains et avoir un meilleur dialogue d'égal à égal et pas toujours un dialogue qui est basé sur des faits qui ne sont pas toujours constants. Mais les 20% dont vous parlez, est-ce que vous pensez qu'ils ne comprennent pas pleinement la situation qui est en jeu? Ou est-ce qu'ils pensent peut-être que l'Afrique peut et devrait faire les choses de par elle-même? Je pense que les 20% de ce public se demandent quelles sont les choses que l'Afrique peut faire seule et qui ne dépendent pas des autres. Je pense que les 20% de ceux qui sont ici dans notre public, je ne veux pas parler pour eux, je ne pense pas qu'ils sont isolationnistes dans ce sens, en disant tiens, on va annexer l'Afrique, on va la sortir du monde, de la carte mondiale, parce que c'est complètement irréaliste, ça ne va jamais arriver. Mais quelles sont les choses qu'on est capable de faire seul? Un autre exemple sur lequel j'aimerais insister, lorsque je travaillais à l'extérieur de l'Afrique du Sud, j'ai dû passer par Paris pour sortir d'Afrique du Sud, et moi, je suis inspirée lorsque j'entends qu'il y a des lignes aériennes qui sont construites sur ce continent qui nous permettent de travailler et de voyager au sein du continent. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire ensemble. Quelle infrastructure avons-nous construite dans ce continent qui nous permet d'avoir une meilleure connectivité, un meilleur approvisionnement de biens? S'il est difficile pour moi, en tant que personne, en tant que passager, de voyager au Maroc, comment est-ce que je vais envoyer un jean ou des minéraux? Il faut que ça soit possible en tant qu'infrastructure pour qu'elle soit suffisamment robuste et permettre cela. Donc voilà les choses qu'il faut mettre en avant pour préserver nos intérêts personnels. J'ai soulevé la question des données également. Il y a un débat pour savoir s'il doit y avoir ses propres agences d'évaluation en Afrique et les gens arguent en disant ah, bah, ça dépend si les gens vont écouter ou pas ce qu'elles disent. Mais si on est sur un marché des capitaux et qu'on peut établir un prix de ce qui est investi dans le continent et ça soit précisément un reflet de ce qu'il y a dans le continent, alors on va pouvoir faire des choses ensemble. Mais mon argument pour les 20% du public qui disent qu'on doit être peut-être isolé, c'est qu'on a plus de choses à faire ensemble que celles que nous ne pouvons pas faire ou que nous pouvons faire en fait sans les autres. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui voudraient également réagir dans le public. On va commencer ici. Andrés, pourriez-vous rapidement répondre à cela? Je vais rapidement répondre, John. Je voudrais simplement souligner une chose. Vous avez demandé au sujet de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que l'Afrique? C'est en fait un ensemble géographique de pays. L'Amérique latine, c'est également un ensemble géographique de pays. L'Europe, c'est également un
ensemble géographique de pays. Il n'y a pas une seule Afrique ou une Amérique latine seule. Et c'est pour cela que le multilatéralisme à la carte a son rôle à jouer. C'est aussi pour cela qu'il faut se concentrer sur ses intérêts personnels. Et bien évidemment, il y a des questions que l'Afrique du Sud ou le Bénin ou, que sais-je encore, le Maroc ont qui ne sont pas nécessairement partagées par les autres. Et il me semble que de poser cette question en se demandant s'il y a une seule Afrique, est-ce que ça fait vraiment sens dans le monde où on vit actuellement? Oui, c'est vrai, mais la seule chose que je dis, c'est que Bafana va jouer contre le Mexique à la Coupe du Monde. Je vous retrouverai là-bas, attention, hein. Alors, avant d'entrer dans le sport, prenons quelques commentaires du public. Je m'appelle Marcus Reiten. Je suis également Senior Fellow au Policy Center. Je pense que l'un des défis ici auxquels nous sommes confrontés, moi je viens du Brésil, n'est-ce pas? On regarde toujours vers le nord pour certains exemples, mais je crois que lorsqu'on regarde l'Union européenne et on voit beaucoup de ces accords qu'on a essayé de reproduire à l'instar de ce qu'ils font dans le nord, peut-être qu'il serait temps que l'Afrique regarde vers l'est. Par exemple, l'ASEAN, un groupe de pays développés qui a réussi à croître de façon extrêmement intensive avec d'excellents résultats. C'est une association qui a commencé de façon très, très modeste, avec juste, pour vous donner une idée, le développement en premier lieu. C'était ça, le développement qui comptait, la narrative plus tard. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de penser à Trump, oublier l'Union européenne. Regardons les possibilités de développer des situations que d'autres personnes ont déjà réussi à développer. Et je veux simplement vous dire que pour clarifier, 80% du commerce de l'ASEAN avec la Chine, ce sont des produits manufacturés, ce sont des produits déjà finis. On dit « Ah, la Chine n'achète que des produits comme des matières premières », mais 80% est déjà des produits manufacturés dans les pays de l'ASEAN. Et à 20 ans, ça n'aurait pas été pertinent au niveau international. Donc, il faut essayer de comprendre quelle est l'association, quel est ce qu'on peut construire. Regardez vers l'Est, le Nord, ça ne va pas vraiment venir à votre secours et ce qu'on hérite du Nord n'est pas toujours utile. Merci, merci beaucoup. Alors, encore quelques commentaires et puis ensuite, on retourne par ici. S'il y a quelqu'un qui vient de l'Est, j'aimerais que vous puissiez réagir également. Oui, merci Fernando Cardozo de Lisbonne. Moi, j'ai un commentaire. Notre réaction dépend de nos attentes, au fait. Donc, et je suis aussi africain, puisque je viens du Mozambique. Là-bas, en Mozambique, nous ne regardons jamais vers le nord, mais plutôt vers le sud. Au Mozambique, tout le monde sait ça. Et ça ne se fait pas uniquement au Mozambique. Ce que je veux dire là, c'est que en Afrique, et ceci est une question, hein, nous avons plein de plans d'action. Nous avons le traité d'Abuja. Et tout le monde copie l'Europe, le concept d'intégration économique régionale, alors que tout le monde en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, continue à parler d'intégration économique régionale. La question maintenant est, les États africains sont-ils intégrés aujourd'hui? Non. Et les gens au Niger ne vont pas parler aux États-Unis ou à l'Afrique du Sud ou à l'Europe. Ils vont plutôt parler au gouvernement du Niger. Ce que je veux dire, c'est que l'intégration requise en Afrique est une intégration nationale. Et puis, bien sûr, la coopération. Parce que si nous ne réfléchissons pas de cette manière, dans 20 ans, à partir d'aujourd'hui, nous allons dire que nous ne sommes pas capables d'atteindre l'intégration économique régionale. Et bien sûr que non. Parce que d'abord, nous devrions comprendre que l'intégration économique nationale devrait être réalisée d'abord pour tous nos pays. Je suis d'accord avec les positions communes et les positions régionales, etc. Mais d'abord, nous devons travailler sur le niveau national d'abord. Magnifique. Prenons deux autres commentaires auprès de l'audience.
Mais j'aimerais vous donner la parole d'abord. Alors, on va donner d'abord la parole ici, puis à vous. Allez-y. Landré Signé, Policy Center for the New South. Je pense qu'après cette longue dissertation et selon les derniers livres, pour être bref, le plus grand défi, c'est l'économie politique. La majorité des leaders africains connaissent la réponse depuis longtemps. Beaucoup de mes livres parlent de ça. Donc, plusieurs des idées dont on parle aujourd'hui, avec l'Afrique qui recherche des solutions à l'étranger, sont là. Mais il faut combler les lacunes entre les belles idées et la réalisation réussie, de façon à ne rien interrompre, bien sûr, comme disait le professeur Lopez hier. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là-dessus. Merci. C'est quoi le titre de votre livre? Comprendre le potentiel de l'Afrique. OK. Merci infiniment. Mustapha Belhamli, encore une fois, des Nations Unies. Je suis l'un de ceux qui ont voté oui, au fait. Les 20%. Je fais partie des 20%. Je veux dire que l'appropriation devrait être africaine d'abord. L'appropriation. Nous ne devrions pas devenir le couloir de quelqu'un d'autre. Et si les temps sont changeants aujourd'hui, ceci est notre opportunité aujourd'hui en tant qu'Africains pour développer quelque chose, pour faire quelque chose. Nous devons commencer à le faire. On devrait commencer avec les politiques, avec l'économie, mais nous devons commencer à le faire. Et nous devons s'en approprier. On ne peut pas le faire seul. Oui, puisqu'on fait partie d'un monde. Et ce monde est différent du monde qu'on avait avant la COVID. Qu'est-ce que la COVID nous a appris? Que la mobilité mondiale est finie. Et nous ne pouvons plus avoir de valeurs, de chaînes de valeur qui sont mondiales. Nous devrions d'abord avoir des chaînes de valeur déjà régionales qui sont interconnectées. Et nous devrions y penser sérieusement. Donc, nulle autre option que de saisir l'opportunité offerte par les temps changeants d'aujourd'hui. Nous avons une ouverture. 2 ans, 3 ans, 20 ans. Ça dépend de ce que nous allons faire maintenant. Et puis, s'ouvrir au développement comme pôle autonome, pas comme couloir. Je vais prendre plus longtemps. C'est lié à l'autre cas. L'Est de l'Asie, l'Iran et tout, et le Moyen-Orient peuvent devenir un couloir. Si nous pensons à l'IMEC, l'Inde, Moyen-Orient, non, l'Est de l'Asie peut devenir un pôle indépendant, comme l'Inde, tout comme l'Inde et la Chine. Et le Grand Sud, ou plutôt l'Atlantique, pardon. Pourquoi je dis cela? Je pense que nous avons beaucoup de dividendes. Nous avons la démographie, on en a beaucoup parlé, nous avons la jeunesse. Puis nous avons la flexibilité institutionnelle aussi. Si vous souhaitez changer quelque chose à Bruxelles, je veux dire en Belgique, alors ça vous prendrait beaucoup de temps parce que les institutions là-bas sont rigides et coûteuses. Vous ne pouvez pas changer les choses facilement. Alors qu'en Afrique, les institutions sont toujours jeunes et souples. Vous former en Afrique est plus simple et moins cher qu'ailleurs. Puis après, nous avons la diversité. C'est bien d'avoir l'Afrique du Sud, l'Ouganda, l'Angola, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Ils ne sont pas en concurrence, mais ce sont plutôt des forces à utiliser en parallèle. Très rapidement, les ressources. Et les ressources non utilisées. Revenons à la COVID. Lorsque la COVID a frappé soudainement, ici au Maroc, nous avons découvert qu'on avait des jeunes gens, de jeunes entrepreneurs qui pouvaient faire beaucoup de choses s'ils ont l'opportunité de le faire, bien sûr. J'ose espérer que cette mentalité continuerait. Ça n'a pas été le cas. Ces ressources non utilisées, nous les avons. Nous avons en Nairobi, en Côte d'Ivoire, à Abuja, en Tunisie et en Égypte même. Dernier point. Nous ne commençons pas aujourd'hui. Nous avons Tanger Med. Nous avons le corridor. Nous avons Nigeria, Maroc. Nous avons beaucoup d'initiatives. Nous devrions partir sur cette base. Et dernière chose, mais vraiment la dernière, s'il vous plaît.
Non, c'est vraiment la dernière, ne vous inquiétez pas. J'ai travaillé à Malawi, Côte d'Ivoire, Soudan, en Égypte, au Maroc et d'autres pays aussi, dans les années 90. Et je sais ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une énorme différence. Il y a une énorme tendance positive que nous ne voyons pas. Nous ne la percevons pas parce que nous sommes ici au Maroc et nous sommes en Afrique du Sud. Mais lorsque vous la vivez, vous allez la sentir. Dans les années 90, on avait la rivière Mano. Personne n'en parlait. C'était une zone à problème. Mais aujourd'hui, les choses s'arrangent et on devrait y croire, s'en approprier et le faire. Nous n'avons nulle autre option. On ne peut pas devenir le couloir des autres. Merci. Merci. L'année prochaine, on va vous mettre sur le panel. Hein. Il faudra faire ça. Bonsoir. Fada Tadjani de Gambie. Candidate en doctorante à l'UMCSP. J'aimerais me refléter sur ce que le monsieur d'Afrique du Sud a dit sur la confiance en soi. Je crois que la narrative est très important sur la canonisation et tout. Oui, on doit l'accepter. C'est arrivé, oui. Mais comment est-ce qu'on pourrait aller de l'avant? Je crois que c'est quelque chose que nous devrions explorer. On devrait également croire en l'expertise africaine dont nous disposons nous-mêmes. Parce que peut-être que ça flotte ici dans l'air et quelqu'un va devoir faire une étude sur la confiance en soi et la confiance des Africains en l'expertise africaine, ainsi de suite. Mais disons que, surtout avec les coups d'État que nous avons maintenant, nous avons des leaders militaires qui blâment l'Occident et tout. Mais lorsque nous arrivons à un monde où l'Afrique n'est plus en traitement direct avec l'Occident, mais avec des partenaires différents, comment est-ce que le récit va être? Est-ce qu'on va continuer à blâmer les mêmes personnes ou est-ce qu'on va devoir retrousser les manches et commencer à travailler? C'est ce qui nous manque et je crois qu'on devrait commencer à y penser tout de suite. Merci. Nous avons eu beaucoup d'interventions de l'audience. On va avoir quelques réponses rapides du panel. Peut-être 30 secondes chacun avant de revenir à l'audience parce qu'il nous reste beaucoup de gens qui souhaitent prendre la parole et poser des questions et s'exprimer. Alors, si vous pouvez garder ces questions très brèves, alors on pourrait prendre le maximum d'opinions et de questions. D'abord, j'apprécie vraiment les remarques faites. Et il y a beaucoup de choses à quoi je devrais répondre. Mais je dirais, je serai d'accord avec vous. Il ne s'agit pas d'une seule Afrique. Il y a plusieurs dynamiques dans cette Afrique. Mais à mon avis, ce qui devrait être dit, c'est qu'il existe des domaines communs qui nous intéressent tous, avec des intérêts communs. C'est très important que l'Afrique travaille sur son agenda d'éducation pour qu'on soit bien formé. Il est intéressant de maintenir et de travailler sur les leçons de la COVID. Et il ne s'agit pas de créer des modèles ou des vaccins, mais il faut s'assurer que l'Afrique ait tous les mécanismes de test et d'analyse. Il est important aussi d'avoir des agences qui financent le développement. Et il faut savoir comment introduire le capital pour beaucoup de projets sur le continent. Il serait aussi important, en termes de coopération, d'être à un niveau de base. Quelqu'un a parlé des dictatures qui s'installent. Parce que ces dictatures sont attirées par la bureaucratie dictée d'ailleurs. Parce que dans la prise de décision, parfois, ça prend tout longtemps pour exécuter nos décisions. Et les gens ont un appétit pour des dictateurs qui peuvent prendre des décisions très rapides pour que l'action soit faite. Le travail que nous devrions faire, nous, l'effort que nous devrions déployer, nous, Africains, c'est d'avoir un meilleur calibre de leadership qui réfléchissent et qui agissent rapidement dans ce monde qui change rapidement. C'est ce que nous devons faire. C'est notre devoir. D'autres panélistes souhaitent intervenir? Peter, oui. Beaucoup de points positifs que vous avez dit là, mais je reviendrai vers nos conversations sur l'intérêt personnel, parce que le revers du jugement implicite fait ici, quand on transactionnalisme, ça va à l'encontre de toutes les politiques dont on parle. Et une partie de ces politiques consisterait à faire
faire face au monde tel qu'il est et puis essayer d'imposer votre avis. Il y avait une belle phrase. On dit politique informée. Et il y avait une nouvelle phrase dans la stratégie américaine qui parle, dans la section africaine, elle dit, pendant trop longtemps, la politique américaine en Afrique a été autour d'offrir et d'étaler l'idéologie libérale. Et ils le disent, et ils disent que ce n'est pas dans son propre intérêt que d'imposer ses propres normes culturelles qui sont d'ailleurs contestées au sein même de notre pays. Donc, de façon intéressante, cette semaine, le mercredi, les pays qui étaient retirés des systèmes ces dernières années à cause de différents agendas encouragés par l'ancienne administration, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, il y a 2 jours de cela, avait signé avec les États-Unis un contrat de partenariat de 1,7 milliard de dollars où les États-Unis vont entrer en partenariat dans le secteur de la santé avec l'Ouganda qui met sur la table 5 millions de dollars, ce qui était impossible il y a 1 an de cela. C'est une transaction. Il y a les boîtes pharmaceutiques américaines et tout qui vont tirer profit de cet accord. Et puis, le secteur de la santé d'Ouganda va en profiter aussi. C'est un intérêt mutuel. Et ce n'est pas une lecture de Washington qui n'aurait jamais accepté ça auparavant. Allez, j'aimerais pas si vous avez quelque chose à dire. On doit revenir vers l'audience. Non, non, c'est bon. Je voulais juste dire et parler de l'importance de l'intégration continentale parce que l'Afrique, encore une fois, c'est un continent énorme avec 54 différents pays. C'est ce qui, d'ailleurs, lui confère cette richesse. Donc, sans intégration, l'Afrique ne sera jamais fort. L'Afrique ne sera jamais forte. Donc, comme on l'a dit, l'infrastructure continentale, la mobilité au sein de l'Afrique aussi, c'est très important. Et puis après, il faut investir en Afrique pour répondre aux besoins de l'Afrique. Tous les projets africains se consacrent à l'Afrique, avec 40% de leur commerce dédié uniquement à l'Afrique, et ce n'est pas suffisant. Et je dirais qu'on ne peut pas parler d'une seule Afrique, parce qu'il est important de percevoir l'Afrique comme un énorme continent tel qu'il est. Et l'autre point serait sur les vaccins. Je crois qu'il serait intéressant de bâtir une stratégie de la santé en général. Et ça aurait de bons effets secondaires, je dirais, comme l'effet secondaire de la COVID qui nous a montré que l'Afrique peut se réunir. Et ça a été très intéressant de voir ce que l'Union africaine a pu mettre sur pied à l'époque, bâtissant ce genre d'autonomie sur les produits médicaux et les vaccins. Et l'Union européenne a suivi pour encourager et renforcer ces initiatives-là. Et je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que ça n'a aucun sens que chacun des 54 pays bâtirait leur propre autonomie en termes de vaccins. Il devrait y avoir des pôles plutôt. Quelque chose, mais c'est pas bien de ne rien avoir au niveau continental et au niveau national. Merci. Je crois que nous avons une autre question ici. Et puis quelques mains levées là-bas aussi. Oui, merci. Halima Djondi, chercheuse du Maroc. J'utilise les pays africains au lieu que l'Afrique parce que l'Afrique n'est pas une seule unité. Et vous avez demandé, est-ce que les pays africains devraient naviguer seuls? Devrions-nous pas poser la question plus tôt? Est-ce que les pays africains sont autorisés à naviguer seuls? Ça veut dire choisir avec qui ils souhaitent travailler et faire du business? Et dans quelles circonstances et sous quels termes? Et puis après, une remarque sur la victimisation, le récit de victimisation. En soi, c'est pas bon, mais il est très important quand même de mentionner les faits et les lier à la vie réelle. Il y aurait 2 questions ici auxquelles on va répondre et veuillez garder vos interventions brèves parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent prendre la parole. Loïc Jaleza, c'est mon nom. Je suis expert en technologie et sciences du Nigeria. L'Afrique est au top, honnêtement. Si nous ne nous aidons pas nous-mêmes, personne ne va se aider. Lorsque le Maroc et le Nigeria
se sont entendus de travailler sur les fertilisants. Ça a été fait par les Africains. Aleko, Dingo, l'OCP, ils se sont entendus, ils ont travaillé ensemble. Depuis très longtemps, le Nigeria, on essaie de chercher quelqu'un qui nous aide en Europe. On ne l'a pas trouvé. Il y a 2-3 ans de cela, Aleko a commencé et ça a marché. Il a signé un deal avec l'Éthiopie et ça a marché. Avec l'Afrique du Sud, c'est pareil. On a créé notre pôle. Avant, on se vaccinait nous-mêmes. À moins que nous faisions les choses que nous devons faire par nous-mêmes, personne ne va le faire pour nous. On s'en fiche de nous. Les Européens se battent entre nous. Ils ont leurs propres défis. Ils ne vont pas nous faire de charité. Il ne s'agit pas d'aide, il s'agit de commerce. Mais entre nous, on devrait savoir quoi faire et commencer à le faire, tout simplement, c'est tout. Magnifique. Une autre question ici? Oui, merci, John. Mina Baliaman, Policy Center for the New South et de l'Université de Floride du Nord. Mon commentaire serait lié à l'intégration régionale. On a tendance de dire, OK, l'intégration régionale, c'est bien, c'est bien. Et on entend les gouvernements de faire les choses. Pendant longtemps, on attendait des gouvernements pour changer les lois et les institutions et tout. Mais il n'y a rien qui nous préviendrait, parce qu'il y a 3 compagnies aériennes, grandes compagnies aériennes. En Afrique, il y a la Royal Air Maroc, pas nécessairement dans cet ordre, la South African Airways et Ethiopian Airways. Nous ne travaillons pas ensemble. Kenyan Airways? Oui, le Kenya. Oui, merci. Désolé, je vous ai oublié. Bien sûr, j'ai utilisé cette compagnie. Ce qu'on pourrait faire, c'est outrepasser ce que les gouvernements ont contre l'autre. On n'a pas à aller en Europe. On peut travailler ensemble parce qu'il a dit qu'il devait aller en Europe pour venir au Maroc. Mais parce que si le secteur privé commence à réfléchir comme ça, si on se réunit ici, les gouvernements vont devoir suivre, tôt ou tard. Mais si on attend beaucoup de choses à se faire au niveau politique, alors ça pourrait ne pas se faire. C'est mon avis. N'oublions pas le Kenya, là. Il y a une question ici. Merci infiniment. Je ne suis pas Kenyan, je suis juste africain, là. Essentiel qu'on a oublié ici. En fait, je suis Vinva Bezo. Je suis président. Non, je suis PDG, plutôt. Désolé, advisory à Washington, D.C. Heureux d'être là. Le problème essentiel que nous avons évité pendant 65 ans, c'est l'État. La nature de l'État. L'État est une structure coloniale que nous avons héritée, pas pour de l'intégration, pas pour le traitement frontalier, mais pour être à leur service. Lorsqu'on était enfant, on disait on est au service des autres. En d'autres termes, toutes les routes à Bamako, en Mali, vous mènent vers Paris. Toutes les routes de Kinshasa vous emmènent à Hoboken, en Belgique, pour les raffineries de cuivre. Donc le président, c'est exactement le même gars, avec les mêmes attributs que le gouverneur général que nous avions auparavant. Et puis, on s'attend à des résultats différents de la part de ces pays. Pendant 65 ans, nous avons évité les projets principaux consistant à structurer l'État pour qu'il soit consistant en interne, pour qu'il ne soit pas une extension des pouvoirs coloniaux qui sont devenus l'ordre international aujourd'hui, et c'est toujours la même structure. À moins que nous fassions cela, je crois que nous allons continuer à avoir une Union européenne qui ne marche pas, qu'on devrait même fermer et les laisser aller chez eux. Comme ça, on aurait le temps de réfléchir de nouveau. Quant au rôle de l'État, prenez le pays X, pays Y, vous aurez les mêmes problèmes. Donc, ce serait tout à fait normal que nous n'avancions pas, parce que les États n'arrivent pas à délivrer quoi que ce soit. Ce n'est pas une position normative. Vous croyez en cruise ou pas, le système va continuer à échouer parce que le système n'a pas été conçu pour répondre à ces besoins-là. Il y a un jeune homme là-bas qui avait une question. Merci. Merci infiniment. Je suis Domino Labakon du Nigeria. Je travaille activement dans la transition énergétique. Ma question est, bien sûr, nous savons que beaucoup de minéraux requis pour assurer la transition énergétique dans le monde sont en Afrique aujourd'hui, avec une grande valeur. Mais la transformation se fait en dehors du continent. Ce qui est important pour nous, c'est comment positionnerions-nous ces ressources afin de prévenir ce cycle d'extraction pour que l'on puisse utiliser nous-mêmes ces ressources afin d'alimenter l'Afrique et utiliser cela pour commander le niveau d'industrialisation que nous recherchons.
Merci. Je suis heureux de vous informer qu'il nous reste le temps pour prendre 2 interventions supplémentaires. Les 2 dernières. Francisco Cordoba, Emerging New Leader de Colombie. Et dans le chapitre que j'ai écrit, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir une énergie et de l'eau limitée pour l'Afrique et l'Amérique latine? Marcel a dit que 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, n'est-ce pas? Et vous savez qu'en Afrique, si on mettait assez de panneaux solaires, on aurait toute l'électricité qui alimenterait la planète. Et en Afrique, nous avons 38 nations qui ont accès direct à l'océan. Donc, vous pourrez installer et construire des stations de dessalement. Et regardez ce qui s'est passé à Cape Town avec le jour 0, où ils arrêtent l'approvisionnement en eau, même s'ils sont entourés d'eau. Alors, la question à poser, si nous avons la capacité et le coût de créer l'électricité ne cesse de baisser, et pour transformer l'eau de la mer peut se faire très facilement et transformer en eau potable, pourquoi ne le faisons-nous pas? Ce qui est très bon avec ce panel, c'est la franchise, en fait. La franchise que nous avons ici. En Afrique du Sud, on était très clair quant aux prochaines étapes. Ceci est mon 5e dialogue atlantique et je pense que la bonne chose avec cette plateforme, c'est les leçons à retenir pour agir, parce qu'en final, c'est ce qui active et justifie l'argent et le temps dépensé. Ma suggestion serait de travailler de la politique vers l'action et de la politique vers l'action. À mon sens, en termes d'intégration régionale et son accélération, ça consiste à aller des discussions politiques, du moins en Afrique, vers le capital. Parce qu'au final, à l'exception du savoir, ce qui est essentiel, c'est le capital. Et le capital devrait nous mener vers de la coopération. Je vous donne un exemple concret. L'OCP, ce que l'OCP a pu faire en contrôlant toute la chaîne de valeur du phosphate, ça lui a permis de devenir l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. On devrait dupliquer ce genre d'expérience dans tous les secteurs parce que nous avons besoin de grandes coopérations en Afrique qui accéléreraient l'intégration régionale. Je ne dis pas que les PME sont importantes, mais je dis que les grandes entreprises sont tout aussi importantes. Et dans ce contexte, vous avez raison de dire une voix. Mais le contexte d'une seule voix nous est venu des mouvements indépendantistes. Ce fut une excellente plateforme de nos ancêtres créés pour libérer le continent. Donc, ma suggestion serait d'aller des slogans vers la coopération concrète. Comment dupliquer plusieurs expériences réussies, comme l'exemple des compagnies aériennes mentionnées par ma sœur du Maroc, une coopération entre Kenya Airways et Ethiopian Airways et la Royal Air Maroc serait une coopération très profitable à nous tous. Et c'est comme ça qu'on passe du discours d'intégration régionale vers des entreprises concrètes qui vont nous aider vraiment à accélérer cette intégration régionale. J'apprécie toutes les interactions de l'audience, ce que nous allons faire maintenant. Si vous revenez vers votre application, vous trouverez une question. Si l'Afrique devrait naviguer seule, j'aimerais voir si on peut aller répondre à cette question. S'il vous plaît. Comme ça, on va voir le résultat. Pour voir s'il y a un changement maintenant. Maintenant, nous revenons à notre panel. Vous avez 30 secondes chacun pour la clôture. Et on va commencer avec Peter. Merci. Je dirais, je serai d'accord avec plusieurs intervenants qui disent que ceci est un bon moment. La fenêtre ne va pas rester ouverte à jamais. Elle est assez étroite. Alors saisissons l'opportunité aujourd'hui pour identifier les intérêts stratégiques. Essayons de les inclure dans nos dialogues avec les partenaires parce que vous ne pouvez pas aller seul. Essayez de réaliser des contrats bénéfiques mutuellement. C'est une opportunité. Elle ne va pas nécessairement revenir demain. Ou peut-être qu'elle aurait d'autres formes si elle revenait. Donc, l'industrie n'attend pas. Saisissez l'opportunité. Saisissez les agences de développement pour voir ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant. Merci, Peter. Nathalie, je dirais naviguer sans... Non, alors, le micro est revenu. C'est bon. Allez-y.
Je crois qu'il faut naviguer peut-être ensemble. Et puis après, on devrait partager les idées, travailler ensemble. Et je reviens à votre question. C'est le fruit de nos transactions. On veut utiliser nos minéraux essentiels. Moi, je veux la transformation locale aussi. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un deal là-dessus? Je crois que ça serait une façon de procéder. Finalement, pas des moindres, je dirais que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour naviguer, les ressources naturelles, l'espace, et finalement, et pas des moindres, les jeunes, je crois que c'est l'atout clé du continent africain. Parce que tout le monde est vieillissant aujourd'hui. Andrés? Alors, selon le sondage, il semblerait qu'on n'a pas changé les avis. Apparemment, chacun a maintenu son avis dans la salle. Mais ce qui était très riche dans les discussions ici, c'est qu'il existe différentes manières desquelles les pays africains pourraient faire les choses séparément et d'autres domaines où ça serait plus difficile. Je viens d'une région qui a tenté de s'intégrer pendant plusieurs siècles. On n'a jamais pu le faire. Nous avons une langue commune, à l'exception peut-être d'une ville qui parle quelque chose, une autre langue proche de la nôtre. Et nous regardons l'Afrique, nous regardons les 54 pays, et on se dit, oh mon Dieu, ils ont tellement de langues, les géographies n'aident pas pour cette intégration, mais en même temps, et je pense que Peter insiste là-dessus, ce qui est bien, que le multilatéralisme à la carte marche bien, et l'exemple des compagnies aériennes est parfait. C'est une décision multilatérale à la carte qui permet de faire des choses ensemble, qui marcherait bien mieux que si on travaillait seul. Je crois que vous allez clôturer la conversation maintenant. Je crois qu'on devrait répondre à la question de base. Quelle est la mission d'organisation de l'Afrique? Tout le monde a parlé des opportunités démographiques, par exemple. Mais il y a une leçon qu'on devrait apprendre auprès de la Chine. Parce qu'il y a quelques décennies, les gens regardaient la Chine. De la même façon, on regarde l'Afrique aujourd'hui. Ils sont en retard, ils ont des problèmes. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité. Donc, pour moi, la mission essentielle de ce dialogue, je dirais, si on devait nommer un chiffre, 1,2, 1,3, 1,5 milliard de personnes, la seule question, c'est comment déplacer ou sortir 300 millions d'entre eux de la pauvreté vers la classe moyenne. Et ceci est une question dont la réponse doit être apportée par la société, par l'économie, par l'industrie. Si on échoue là, alors on ne devrait même pas essayer d'aller vers le dialogue parce qu'on va être dépendant à jamais. Donc, on doit régler nos propres problèmes, on doit détenir les solutions, mais la question principale ici, c'est comment sortir les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté vers la classe moyenne. Nous avons 300 millions de pauvres, tout le monde contribue à cela. Et je crois qu'une fois qu'on a réussi ce défi, on va parler de multilatéralisme et autres questions. Donc, mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour applaudir et remercier ces panélistes. Les panélistes